Déjeuner, apparemment dans une ambiance chaleureuse, alors que toute la famille est réunie autour de la table. Pourtant, en un instant, la tranquillité s'évanouit. La situation dégénère immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de ne pas mettre tes coudes sur la table. » La voix de mon beau-père résonne autour de ma table. Je dois maintenir l'ordre. On en reparlera après le dîner. Face à cette situation terriblement gênante, la mère d'Éric se contente de changer de sujet. Que pense-t-il de ce vin? Pendant ce temps, le beau-père continue de rire et de plaisanter, apparemment insensible à l'acte de violence qui vient d'avoir lieu. Mais ces paroles et cette attitude sèment les graines d'une haine profonde chez Éric. Non seulement ça, mais à la nuit tombée, alors que tout semblait s'être calmé, le beau-père nourrissait encore des intentions belliqueuses. Il voulait aller dans la chambre d'Éric pour discuter de ce qui s'était passé dans la journée. Mais sa femme l'en empêcha immédiatement. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Je veux parler à Éric. Notre soirée est terminée. Allons dans une autre chambre. Qu'il ne nous entende pas. » Par amour pour son fils, la mère a essayé d'empêcher autrement. Son mari, dans la pièce d'à accent grave côté, Éric porte un casque audio pour essayer de ne pas entendre le moindre bruit venant de la chambre de ses parents. Il espère trouver le sommeil. Mais quelques minutes plus tard, le beau-père, après avoir terminé ses affaires, toujours pas lâché l'affaire. « Je ne voulais pas te réveiller. Il a école demain. » Le sommeil, ça se mérite. La mère, totalement impuissante, ne peut que regarder son mari entrer dans la chambre de leur fils. Le petit Éric est réveillé par un léger bruit. « T'es toujours pas déshabillé ? Notre conversation n'est pas terminée. On ne peut donc toujours pas dormir. » Dès l'instant où son beau-père a sorti sa ceinture, Éric savait ce qui allait se passer. Ce genre de choses lui était probablement déjà arrivé plus d'une fois. Il n'essayait même plus d'implorer son pardon. Il subissait juste la douleur. En silence. Dans l'autre pièce, sa mère se recroquevillait de douleur. La seule chose qu'elle pouvait faire était de se taire. Et de ce côté, après qu'Éric ait pris une raclée, père et fils se réconcilient de manière familière. « On est toujours amis, hein? » « Toujours amis. Nettoie ce mur, on dirait l'enfer. Bonne nuit. » Le lendemain, le jeune Éric est d'humeur sombre. Sur le chemin de l'école, il aperçoit quelqu'un en train d'embêter un autre élève. Il s'est jeté sur son agresseur sans un mot. Malgré les supplications de ce dernier, Éric semblait avoir perdu la raison. Il a roué de coups la brute, comme s'il libérait toute sa rage contenue. À cause de cet incident, Éric a été renvoyé de l'école. Heureusement, en questionnant sa mère, il a appris que son beau-père n'était pas encore au courant. Alors, pour qu'Éric puisse poursuivre ses études, sa mère l'a inscrit dans une nouvelle école. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Éric. « Un internat à Sommeland, là où personne ne le connaît. Sa mère veut qu'il prenne un nouveau départ, qu'il ne soit plus un adolescent à problème, marqué par la violence familiale. Mais les choses se passeront-elles comme prévu? Éric ne rentre pas chez lui, il va directement à l'internat. Peu après être monté dans le train, il aperçoit une jolie fille assise devant lui. Il en profite même pour se recoiffer. Il essaie d'utiliser son beau visage pour attirer son attention, et cette technique fonctionne à merveille. La fille esquisse un sourire. Dommage que le train arrive justement en gare. Éric pensait que leur histoire s'arrêtait là, mais contre toute attente, en descendant, la fille l'aborde. « Je préférais votre ancienne coupe. Vous allez en internat, ça se voit. Bonne chance. » Regardant la jeune femme s'éloigner, Éric était songeur, mais le destin avait déjà tissé son fil entre deux. Il appela alors un taxi et se rendit rapidement à l'internat indiqué. Face au surveillant, ce dernier lui dit franchement qu'en temps normal, il n'acceptait pas de nouveaux élèves en cours d'année, et encore moins un élève ayant des antécédents de violence. Mais sa mère a réussi à convaincre le conseil d'administration de lui laisser une chance d'essayer l'école, à condition que tous les professeurs ne soient pas responsables de sa supervision, et que cette tâche soit confiée au conseil des élèves. Éric pourra-t-il persévérer jusqu'à l'obtention de son diplôme? Cela dépendra de sa détermination. « Je vous le garantis, » dit le surveillant. Quel secret cette école renferme-t-elle? Pourquoi le surveillant s'inquiète-t-il de ça? La réponse sera bientôt révélée, à 18h précises, que ce soit le personnel administratif ou les élèves dans le hall d'entrée. Tous doivent prier avant de manger. On dirait que c'est une école religieuse. Ensuite, Éric s'assoit. Il n'a pas encore eu le temps de s'adapter au nouvel environnement, qu'une fille arrive avec de la nourriture. C'est alors qu'Éric réalisa que la fille qu'il avait rencontrée dans le train était une servante ici. Cela l'excita quelque peu. Mais la bonne ambiance allait être brisée. Un camarade de classe à côté renversa accidentellement son verre d'eau. Cela mécontenta le président du conseil des élèves assis à la même table. Il voulait punir l'autre élève.
Devant tous ses camarades, il se leva. Eric jeta immédiatement un coup d'œil au professeur, qui déjeunait à l'intérieur. Et même le surveillant a fait comme si de rien n'était. « Attends, allez, ça suffit. Lâche-moi la main, tu ne peux pas me frapper 2 fois. »« Ah bon ? Et pourquoi je baisserais la tête, devant la cruauté du président du conseil des élèves ? Personne sur les lieux n'ose intervenir. Personne n'ose l'arrêter, parce que personne n'ose le provoquer. Tout ça donne un mauvais pressentiment à Eric. Mange. Ne regarde pas, mange vite. Inquiet, Eric appelle chez lui ce soir-là. Heureusement, sa mère décroche, craignant les soupçons de son cruel mari. Elle raccroche brusquement après avoir appris que son fils va bien. Elle raccroche sans hésiter. Elle ignore que le malheur de son fils ne fait que commencer. De retour au dortoir, il découvre une chambre double. Son colocataire s'appelle Pierre, un garçon doux et poli. Après s'être présenté, les deux se sont montrés très amicaux. Pierre a même cousu un écusson de l'école pour Eric. On dirait un bon colocataire peut vraiment redéfinir le sens de la famille. Cependant, alors qu'ils discutaient, un groupe de personnes a fait irruption sans frapper. Ils se réclamaient du conseil des élèves, venus inspecter le dortoir à la recherche d'objets, interdits par le règlement numéro 6, fouiller les affaires d'Eric. Leur acte a violé son intimité. Il est clair qu'ils s'intéressent beaucoup à ce nouvel élève, et ils ont trouvé une cigarette sous son lit. Eric explique que ce n'est pas la sienne, car il vient d'arriver. Il n'a même pas encore posé ses bagages sur le lit, mais il ne le croit pas. Alors à qui est-elle ? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici ? Je pense qu'il est temps que tu rentres chez toi. C'est à moi. Pierre s'exclama. Arrête tes blagues, tu ne fumes pas. Si, c'est à moi. Non, non, c'est bien à moi. Tu ne devrais pas faire ça. Tu es trop arrogant. Demain, tu seras convoqué par le conseil. Vous avez bien entendu tous les deux ? Merci, murmura Pierre. Quelle arrogance ! Mais Eric avait promis à sa mère de repartir du bon pied. Alors, il ravala sa colère. Le lendemain, pendant le cours, Eric surprend à nouveau le président du conseil des élèves en train de harceler l'élève d'hier. Cela lui fait soudainement réaliser que terminer ses études ici ne sera pas facile. De plus, pendant le déjeuner, un élève mal intentionné, voyant la femme de chambre à la silhouette séduisante, a l'intention de l'offenser. La femme ne réagit pas, car dans cette école, tous les élèves sont issus de familles riches. Mais la femme de ménage, derrière, a tout vu. Cette fille, très juste, fait semblant de porter un plateau de soupe et le renverse volontairement sur les vêtements de l'élève. Puis elle fait mine de l'essuyer rapidement. Les autres élèves présents éclatent de rire, même si le garçon est vexé. Il ne veut pas être la risée de ses camarades. Alors il renvoie la femme de ménage. Il pense aider son ami à se venger. Mais en réalité, elle a provoqué la colère de la responsable des domestiques. « Tu veux que je sois renvoyée ? Ou c'est toi qui veux être renvoyé ? » dit la responsable, furieuse. « Je l'ai juste fait tomber par accident, » répondit la domestique. « Ne me dites pas que la responsable de la cantine, même le surveillant général n'a pas le droit d'intervenir. Tout doit être réglé entre élèves. » Pourtant, quelqu'un a enfreint la règle. Selon un membre du conseil des élèves, quelqu'un a été victime de harcèlement scolaire. Et sa famille s'en est plainte auprès du directeur. Le directeur a alors confié l'affaire au conseil des élèves. Du coup, un élève de terminale, Otto, a jeté ses gants devant l'élève harcelé, en signe de représailles. Et la punition est tout aussi juste. Ils choisissent une zone cimentée sur le terrain de sport pour que les deux camps s'y affrontent. Le camp perdant doit ramper hors du terrain comme un rat et implorer le pardon de l'adversaire. Je te laisse commencer. Vas-y, frappe-moi dans l'œil, allez, n'aie pas peur, vas-y. Frappe-le, Johan. Allez, viens ici, espèce de rat. Eric regarde tout ça d'en bas. Tu ne comprends pas pourquoi une telle méthode d'intimidation est soutenue par les autres élèves. Cela semble te toucher personnellement. Comme si ça résonnait avec ton propre vécu. Tu ne supportes pas d'assister à cette scène cruelle. Alors tu décides de partir. Ces visages détestables, leurs expressions arrogantes et hautaines font bouillir le sang d'Eric. Mais pour pouvoir terminer ses études et respecter les dernières volontés de sa mère, il devait se ressaisir. Personne ne n'est mauvais. Nous naissons tous avec toutes les possibilités en nous, Johan. Tout ce que nous pouvons faire, c'est voir le mal autour de nous, le voir et essayer de le combattre. Le lendemain, après les cours, Eric est allé à la piscine. C'était son sport préféré, qui a remporté beaucoup d'honneur pour son ancienne école. Cependant, au même moment, le conseil des élèves arrive ici. La piscine est magnifique,
mais tu n'es pas le bienvenu ici. Je pense que je pourrais m'inscrire à quelques cours. Eric dit que les nouveaux élèves n'y sont pas autorisés. Ils n'ont pas le droit de mettre les pieds ici. Mais l'école n'a pas de règlement clair à ce sujet. Ce qui laisse Eric perplexe, mais sans s'attendre à provoquer ainsi la colère de l'autre partie. Pars d'ici vite, Bonty, ou tu subiras le jugement du conseil. Pour insoumission. Le garçon, en plus d'être maltraité par son beau-père à l'école, n'avait jamais subi une telle humiliation. Mais pour éviter les ennuis, il ne pouvait que partir temporairement, sans se douter que cela alimenterait la rancœur d'Otto. Alors quelques personnes dans les toilettes ont discuté. Il était temps de donner une leçon à ce nouvel élève désobéissant. Pendant ce temps, le garçon est retourné à la bibliothèque. Il est retombé par hasard sur la servante d'avant. Ils s'étaient déjà rencontrés une fois. De plus, la jeune fille avait un grand sens de la justice. Alors Eric avait des sentiments pour elle. Par un heureux hasard, en prenant des livres, leurs mains se sont touchées. Cela a fait battre leur cœur plus vite. Et par ses paroles, il apprend que, faute de moyens pour ses études, elle travaille tout en apprenant. Rêvant de devenir vétérinaire. Mais le temps imparti est vite écoulé. Le gérant reprend rapidement le livre. Sa vie est ainsi tous les jours. Elle utilise le peu de temps qu'elle a pour prendre des notes, et révise dès qu'elle a un moment. Alors, après avoir appris la situation d'Eric, tu as utilisé ton statut d'élève pour emprunter ce livre de médecine vétérinaire et dénouer ses lacets. Au même moment, sur le panneau d'affichage à côté, tu as découvert qu'il y avait un bal ce soir. C'est certainement une bonne idée de rendez-vous. Mais, à ta surprise, un camarade de classe est venu transmettre un message à Eric, disant qu'une voiture l'attendait sur le terrain de sport pour discuter d'une affaire importante. Eric avait compris que cette soi-disant affaire importante n'était qu'une vengeance contre lui. Alors, il a enfilé des vêtements confortables et s'est rendu au gymnase pour attendre. Il est tombé par hasard sur le professeur de sport qui promenait son chien. Eric avait aussi un chien. Il a trouvé un moyen d'engager la conversation avec le professeur. De plus, ayant entendu dire qu'Eric adorait nager, le professeur a voulu qu'il rejoigne l'équipe de natation de l'école. Seulement, on disait que les élèves n'ont pas été autorisés à participer. Et cette personne s'approche de toi. Le professeur semble avoir compris quelque chose. Donc il n'est pas resté longtemps. Mais il t'a quand même conseillé d'envisager de rejoindre l'équipe de l'école. À ce moment-là, la voiture a emmené Eric dans un hall, puis l'a conduit sur un terrain vague, en disant qu'on y construirait un petit bunker, sans préciser à quoi il servirait, seulement demander à Eric de creuser sur demande, pour éviter d'être harcelé par le conseil des élèves. Eric n'a pu qu'accepter la demande. De l'autre côté, les servantes de la cantine se préparaient pour le bal de ce soir. Si elles pouvaient rencontrer un riche héritier, qui sait, cela pourrait leur porter chance. Et parmi elles, seule Marie ne voulait pas y participer. Mais à peine Marie était-elle entrée dans sa chambre, elle découvrit un colis sur son balcon. Et surprise, à l'intérieur, se trouvait son livre préféré. Avant qu'elle puisse réagir, un collègue vint lui dire qu'Eric le lui avait envoyé, avec une invitation à un bal, bien qu'elle ait 3 ans de plus que lui. La jeune fille sentit son cœur battre la chamade, comme électrocutée, comme toutes les filles de son âge, devant le miroir, se pomponner et se maquiller, juste pour se préparer à son beau rendez-vous, sans savoir que le garçon qu'elle admirait, dans une situation difficile, Eric a utilisé toute son énergie, pour enfin creuser un trou de 6 pieds de profondeur. Probablement épuisé, il s'est endormi à côté, puis des expériences du passé refont surface dans ses rêves. Dans un sommeil agité, les douloureuses expériences du passé refont surface. Eric était un excellent nageur, la fierté de l'équipe de natation de son école. Il battait sans cesse des records, et était le chouchou de son entraîneur. Pourtant, il avait un beau-père au tempérament violent. Et juste parce qu'Eric était rentré avec quelques minutes de retard après l'école, il en a payé le prix fort. Le beau-père annonça froidement qu'il était tard, un instant, et qu'il discuterait du problème ce soir-là. La discussion ne fut rien d'autre qu'un châtiment brutal. Dans la pièce, des médailles brillantes ornaient les murs. Des gouttes de sang éclaboussaient parfois la rougeur de la gloire. Le beau-père ne cessait de brandir sa ceinture, le fouette violemment. Pendant ce temps, la mère, impuissante, est au salon. Elle ne peut que jouer du piano, pour couvrir les coups de fouet et les gémissements de douleur de son fils. Après le châtiment, le beau-père fait comme si de rien n'était. Il dit froidement quelques mots insignifiants. Le dos d'Eric est maintenant soigner ses blessures profondes. Voici sa famille malheureuse. Une expérience douloureuse insupportable. Il est tombé dans un autre enfer sur terre. Après avoir inspecté la cave. Le conseil des élèves a fait une autre proposition. Ils ont demandé à Eric de reboucher ce trou profond. Ce serait problématique si quelqu'un tombait dedans. Eric regarda alors le regard cruel de son interlocuteur. Il n'avait qu'une envie, utiliser sa pelle, faire tomber son adversaire dans le trou. Mais pour l'instant, il ne peut pas. Sinon, il ruinerait sa vie.
Il ne peut donc que ravaler sa colère, et continuer à subir les conséquences de la manipulation. Marie, elle, attend au bal. Le garçon qu'elle aime n'arrive pas. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle a l'impression d'avoir été posée un lapin, et refuse de danser avec qui que ce soit. Quitter le bal, seul et démoralisé. Eric n'était pas plus heureux. Il a mis jusqu'à minuit pour remplir le trou. S'il ne pouvait pas affronter son adversaire directement, pourquoi ne pas trouver un autre moyen de s'en sortir de cette situation difficile? Alors le lendemain, à l'heure du déjeuner, le président du conseil des élèves est allé rendre visite au nouveau. Eric n'a pas hésité à lui raconter son week-end de corvée et raconter tous leurs actes cruels au président. Tu sais que le président et eux sont du même bord. Il a délibérément voulu envenimer les choses, et a aussi provoqué la colère de l'horrible Otto. Une bataille palpitante est sur le point d'éclater. Otto utilise une cuillère en métal pour frapper Eric à la tête, mais change soudainement d'avis. Il ramasse un tesson de bouteille en verre tranchant, et, avec cette méthode, plus cruelle pour commettre des actes odieux sans que personne ne le rattrape à l'école. Otto voulait juste l'intimider, mais il avait sous-estimé la résistance d'Eric. Eric demanda froidement, « C'est tout ?» puis s'assit, et le remercia d'un ton provocateur. Otto fut momentanément décontenancé. Les autres le suppliaient. Pourquoi ce gamin ne bronchait pas? Cela l'a immédiatement humilié. Très vite, le sang a coulé de la tête d'Eric. La femme de ménage, très inquiète, est venue voir. Heureusement, un entraîneur sportif, alerté, a accouru en voyant la blessure d'Eric. Il a pris l'initiative de l'emmener à l'infirmerie. L'entraîneur comprenait bien que la voiture et la bande étaient des salauds. On l'a entendu demander à Eric pourquoi il n'avait pas fermé sa bouche. Pourquoi aller les provoquer? Eric ne voulait pas trop s'étendre sur le sujet, mais les cicatrices sur son dos témoignaient de la douleur et des déchirements inimaginables qu'il avait subis. Une fois ses blessures soignées, Eric restait seul et silencieux près du terrain de sport. Bien que cette histoire lui ait causé des ennuis, elle lui avait aussi apporté un amour inattendu, une serveuse de la cantine. Marie était très sensible à la situation du garçon, pensant qu'il était quelqu'un de non violent, et capable de garder son calme. Elle n'a pas pu cacher son amour pour lui. Au même moment, Eric éprouvait des sentiments profonds pour Marie. Ils ont donc commencé à se voir régulièrement, dans un petit bois, dans cet endroit sombre et tranquille. Il était difficile pour eux de ne pas développer des sentiments intenses, mais des problèmes allaient bientôt surgir. La dernière fois, il a humilié Eric à la cantine, lui faisant croire qu'il avait gagné, alors qu'en réalité il avait perdu. Pour sauver la face, Shaw doit appliquer le règlement de l'école. De l'autre côté, Eric, après son rendez-vous, est rayonnant, mais dans le couloir de la résidence, beaucoup d'élèves le regardent étrangement. L'atmosphère semble chargée de tension, et c'est bien le cas. Sur le lit d'Eric, il y a une paire de gants. Il symbolise le défi que lui a lancé Otto. B dit à Eric qu'il doit choisir d'être quelqu'un de bien. C'est tout ce qui lui reste. Les règles de l'école sont impitoyables. Tout conflit peut être réglé. Sur le terrain en ciment, de nombreux spectateurs sont rassemblés. La plupart soutiennent Otto. Quant à Eric, il doit tenir sa promesse à sa mère, et tenir sa promesse à celle qu'il aime, affronter les coups violents de la voiture. Il n'arrive toujours pas à franchir la barrière psychologique pour riposter courageusement, mais ces expériences douloureuses lui reviennent en mémoire. Dans les souvenirs d'Eric, lorsqu'il était à son ancienne école, il a connu quelques jeunes dans la rue. Ils ont formé un petit gang local, et ont planifié plusieurs choses ensemble. 7 péchés, dont le vol d'un magasin de disques pour quelques disques précieux. Ses complices comptaient les revendre par divers canaux. Mais Eric, purement par amour de la musique, a gardé pour lui un album d'Elvis Presley. Au même moment, sa famille, encore heureuse, avec sa mère, professeur de piano à domicile, donnait des cours à quelques enfants. Mais à partir de ce jour, tout allait changer. Un véritable cataclysme, parce que son beau-père devait faire des heures supplémentaires à l'usine. Sa mère a voulu qu'Eric lui apporte des affaires. Aux yeux de sa mère, c'était un gentil garçon, qui est allé sans hésiter à l'usine où travaillait son beau-père. Mais la vanité de son beau-père était immense. N'étant qu'un simple ouvrier, il se donnait des airs de chef. Quant à la venue de son beau-fils, il s'en est vanté devant les autres ouvriers. Il a même utilisé les boissons de l'entreprise, pour son propre enfant, pour le désaltérer. Malheureusement, ils ont accidentellement renversé l'équipement d'un ouvrier, attirant directement l'attention du chef. Le chef, furieux, a crié « Bon sang, Bonty !» Le beau-père a accusé Eric, disant que c'était de sa faute. Eric a expliqué qu'il n'avait pas vu l'intérieur de la porte. Le responsable a continué en demandant s'il n'avait que 16 ans. Puis il a dit « Économise ce que tu peux, et note le reste ». Il a demandé si les boissons étaient payées. Le beau-père a répondu « Bien sûr ». Le responsable a rappelé « N'oublie pas de mettre l'argent dans la caisse, ce n'est pas un magasin ».
Rentre chez toi, c'est un lieu de travail. Le beau-père a répondu qu'il rentrerait et remercierait. L'hypocrisie du beau-père a été démasquée par le directeur de l'usine. Il a perdu la face, mais il a rejeté la faute sur son beau-fils. Alors qu'Éric s'apprêtait à partir, il a vu par la fenêtre son beau-père se faire réprimander sévèrement. Cela lui a immédiatement fait comprendre quelque chose. Mais le plus malheureux, c'est que lorsqu'il est rentré chez lui le soir, sa mère avait l'air abattue. Il est clair que quelque chose de terrible va se produire. Sans surprise, le père, car l'incident de la journée attendait dans la chambre d'Éric. Il pensait que la présence du garçon l'avait humilié devant sa hiérarchie. Il a rejeté toute la faute sur son beau-fils et a également déversé ses émotions refoulées. Il a averti Éric de ne plus jamais se présenter à son travail sans y être invité. Petit Éric, tu te trompes. Il demande si Éric est si faible. Tu ne peux même pas dire que c'est ta mère qui t'a envoyé. Quel idiot, il engueule Éric. Quelle honte, quelle disgrâce pour la famille. Ils sont habillés comme des clochards et débarquent sur son lieu de travail. C'est Éric qui a bousculé un employé et a causé l'accident. Éric comprend-il ce qu'il a dû endurer? Deux choses. Le beau-père n'a toujours pas calmé sa colère. Au contraire, il saisit ce qu'il avait préparé et frappe encore plus fort. Le garçon gémit de douleur, subissant les coups de son beau-père déchaîné. Bien que sa mère, dans la pièce d'accent grave côté, ait le cœur brisé, elle ne fait rien pour l'arrêter. Absolument rien. Après la correction, le beau-père demande à Éric, sont-ils encore amis? Et Éric murmure que oui, ils le sont toujours. Il souhaite bonne nuit à Éric. Éric, lors de ces épisodes de violence, subit la douleur infinie infligée par son beau-père. Il semble que seul son chien puisse lui apporter un peu de réconfort. Quant à sa mère, tout aussi malheureuse, elle ne peut rien faire pour changer les choses. Mais ce n'était que le début du changement de destin. Le complice d'Éric, ayant continué à voler, a été arrêté par la police. Il a également avoué tous les délits qu'il avait commis avec Éric. Bien qu'Éric n'ait pas été arrêté, il a été convoqué par le surveillant. Les disques étaient posés devant lui. Éric resta sans voix. Le surveillant, qu'il avait volé les biens de quelqu'un et les avait vendus. Éric a expliqué qu'il n'était pas impliqué dans la vente de ces disques. Le surveillant a dit qu'il en avait assez de jouer les avocats pour lui, et a posé des questions sur le gang d'Éric. Éric a affirmé que c'était le gang de Ponty. Le surveillant a dit qu'il n'avait que 16 ans, et qu'il gérait ce lycée comme la mafia. Éric a demandé, qui vous l'a dit? En réalité, Éric avait de bons résultats scolaires, et a remporté de nombreux championnats de natation pour l'école, que ce soit aux yeux de son entraîneur, ou du surveillant. Tous espéraient qu'il prenne le bon chemin. Ils ont donc finalement donné une chance à Éric. Mais plus l'espoir est grand, plus la déception est grande. Même si Éric était prêt à s'arrêter. Malheureusement, le beau-père a eu vent du vol et son gang avait le sentiment qu'Éric avait déshonoré la famille. Il devait être puni, plus sévèrement cette fois-ci, pour que ce beau-fils s'en souvienne. Ensuite, le garçon a enlevé sa chemise alors que sa mère était absente. Cette punition serait donc plus douloureuse que les précédentes. Mais quand son beau-père lui a demandé de choisir entre sa chaussure et sa ceinture, le garçon n'a pas pu se retenir. J'ai protesté verbalement. Éric a dit qu'il pouvait me frapper tant qu'il voulait. Je m'en fichais. J'étais la seule honte de cette famille. Alors qu'il me frappe, je me suis fait frapper, pensant que mon beau-père, en entendant ces mots, ferait demi-tour et renoncerait à cette punition. Mais la réalité était tout autre. Mon beau-père a ensuite emmené le chien préféré d'Éric, Rat. Le petit garçon ne comprenait pas ce qui se passait, et courut après lui pour lui demander des explications. Mais son beau-père ne dit pas un mot. En partant, il prit son fusil de chasse. Pressentant un mauvais présage, le petit garçon s'habilla rapidement, puis le suivit. Son beau-père arriva ensuite dans un parc désert. Il voulait tuer le meilleur ami d'Éric, pour évacuer sa colère. Et cette fois, le petit garçon s'est vraiment laissé attendrir. N'arrêtait pas de supplier son beau-père. Éric a dit que tu étais son père, que tout ce que tu disais était vrai, qu'il te respecterait. Son beau-père a dit, très bien, tu vois, quand on est d'accord. C'est beaucoup mieux. Puis il a demandé s'ils étaient toujours amis. Éric a crié le nom de son chien, Remu. Puis a dit non. La tragédie de son chien a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour Éric, il a fondu en larmes, serrant dans ses bras le corps de son chien toute la nuit au parc. Une douleur insupportable, une rage incontrôlable, ont fait perdre la raison à Éric. Lorsqu'il a aperçu celui qu'il avait dénoncé à l'entrée de l'école, une irrésistible envie de tuer le submergea. Il pensait que toutes les conséquences étaient dues à sa trahison. Alors, ignorant les explications de l'autre, il lui assena de violents coups de poing au visage, et continua pendant un long moment avant d'être séparé par les personnes présentes. Ainsi, le souvenir réveillé refit surface. Éric ne supportait plus d'être harcelé. Otto avait un seul but,
lui demander s'il se soumettait. Il murmura à Eric qu'il lui appartenait désormais, puis a demandé à Eric s'il comprenait. À l'avenir, ne fais plus le clown. Devant leur conseil des élèves, Otto a demandé à Eric s'il allait bien, et Eric est resté silencieux. Le silence est immédiatement retombé, car personne n'osait provoquer un membre du conseil des élèves. Au même moment, Otto a vu que son adversaire avait baissé la tête, admettant sa défaite. Il a même tendu la main et demandé s'ils pouvaient encore être amis. Cette phrase a atteint les limites d'Eric, car son beau-père, qui le violentait auparavant, lui avait dit la même chose. On est toujours amis, non? Eric a eu l'impression d'être relevé par une voiture, mais en réalité, sa colère avait atteint son paroxysme. Les brimades qu'il subissait ces derniers jours, les insultes de ses camarades qui le traitaient de rat, tout allait exploser à cet instant. Ensuite, Eric dit à Otto qu'il dégage vite fait du terrain, ou qu'il n'aura bientôt plus le choix. Tu annonces que tu vas lui casser le nez, puis quelques côtes. Et enfin, que tu vas lui exploser l'œil gauche. Eric lui laissera l'œil droit, pour qu'il puisse se regarder dans le miroir. Tu demandes à Otto de choisir, partir ou rester. Otto est immédiatement pétrifié. Dans cet internat, Kunya n'avait jamais osé tenir de tels propos. Dans ce cas, Eric n'avait plus d'autre choix. Ses camarades de classe crièrent « Eric, lève-toi !» Quelqu'un implora « Ne le tuez pas !» Un autre élève dit « Arrêtons de parler, c'est une violation du règlement. » Un autre demanda « Pourquoi personne n'intervient ?» Eric connaît le règlement. Pendant le combat, Eric aperçut par hasard sa petite amie, mais il est vite reparti, car il avait promis à Marie de ne pas recourir à la violence. Mais la réalité ne lui laissait pas d'autre choix. Ses amis l'ont ensuite transporté en voiture jusqu'à l'infirmerie, lorsque l'unique infirmière de l'école est venue examiner. Les blessures du visage délicat d'Otto étaient méconnaissables, rouées de coups. C'était clairement au-delà des compétences de l'infirmerie, et a très vite appelé un taxi pour l'emmener d'urgence à l'hôpital le plus proche. Eric, lui, s'en sortait bien, avec juste une petite coupure au coin de l'œil. Mais l'incident est vite remonté jusqu'à la direction de l'école. Un professeur estimait qu'Eric avait déjà des antécédents de violence, et que le garder dans l'établissement était une erreur. Ces propos visaient indirectement le directeur, parce qu'au départ, c'est le proviseur lui-même qui l'a retenu. Au même moment, quelqu'un a émis une objection. Eric a un don pour la natation. Il pourrait apporter de l'honneur à l'école. C'est indéniable. De plus, les défis sur le terrain de ciment sont une tradition de l'école. Donc, l'expulsion d'Eric reste à débattre. De l'autre côté, Eric commençait à se préparer à son expulsion. Il préparait ses bagages. Quand son colocataire, Vi, est entré. Il ne comprenait pas son empressement. Il trouvait qu'il réagissait de façon excessive, car la bagarre sur le terrain de ciment était encadrée par le règlement de l'école. Il lui a donc conseillé de ne pas s'affoler. Si l'école le sanctionnait, la voiture responsable ne s'en sortirait pas non plus. Mais est-ce vraiment le cas? Ensuite, Eric est allé à une cabine téléphonique pour raconter à sa mère ce qui s'était passé récemment. Mais, à sa surprise, c'est son beau-père qui a décroché. Le garçon est resté silencieux un moment, sans rien dire, mais suffisamment longtemps pour que son beau-père se doute de quelque chose. Cependant, juste après qu'Eric a raccroché, une bande de copains en voiture est arrivée. Ils ont demandé à Eric s'il se prenait pour un caïd maintenant, et ont déclaré que c'était désormais comme ça qu'allait être sa vie. Où qu'il soit, Eric ne sera pas en sécurité. Heureusement, le président du conseil des élèves est arrivé à temps. Qu'est-ce qu'il se passe, Bounty? Tu ne devrais pas être en cours? Si tu es en retard, tu seras convoqué. Il a aidé Eric à se sortir de ce mauvais pas. Cependant, avec ses propres compétences de combat, même si tous ces salauds attaquaient ensemble, il ne serait pas sûr de gagner. Quand Eric se déchaîne, il est impitoyable. Et quand les choses se calmèrent, il était temps de réconforter sa petite amie. Le garçon s'excusa sincèrement auprès de Marie, mais elle ne semblait avoir aucune compassion pour lui. Marie dit qu'elle était désolée, qu'Eric l'avait déçue, que Lia avait fait ce qu'Eric avait fait. Eric répondit qu'il n'avait pas d'autre choix. Marie rétorqua qu'il y avait toujours une autre solution. Eric demanda laquelle. Regarder son petit ami se faire intimider par les autres, mais sans riposter, ou supporter impassiblement que son petit ami soit roué de coups. Endurer ce qu'on appelle un coup pour en éviter 100, c'est ça, la vraie sagesse. La résistance passive ne fait que vous affaiblir, et vous expose à davantage d'intimidation. Mais Eric ne semblait pas écouter mon avis. Le lendemain matin arriva très vite. Le directeur se tenait à la porte, accueillant un personnage important. Cet homme est le père d'Otto, et il est aussi membre du conseil d'administration de l'école. Il est venu cette fois pour entendre comment le directeur va gérer cette affaire. Mais le directeur ne sait pas quoi répondre. D'abord, l'école a décidé de renvoyer Eric. Mais dans cette affaire de violence, son fils a aussi une part de responsabilité. Il ne peut donc pas éviter d'être puni lui aussi. Quoi qu'il en soit,
Il semblerait que le directeur ait un cœur juste. Cependant, en entendant cette conclusion, le père d'Otto ne s'est pas mis en colère. Au contraire, il a prétendu qu'aucun acte de violence n'avait eu lieu. Il a ajouté qu'il allait en parler au conseil d'administration pour éviter d'approfondir l'affaire. Le directeur ne comprenait pas vraiment. Il avait probablement peur que cela n'affecte l'avenir de son fils, vu le statut social de cette famille. Sinon, il n'y aurait aucune raison valable. C'est ainsi qu'Eric a involontairement été retenu et a appris de la bouche du directeur que l'autre avait menti en prétendant être tombé de cheval et s'être blessé, ce qui n'avait aucun lien direct avec Eric. C'est ce qu'il a dit. Mais le directeur ne tolérerait absolument plus que de tels incidents se reproduisent. Un léger sourire se dessina enfin sur le visage d'Eric, mais il ne savait pas que c'était simplement la voiture qui se vengeait de lui. Eric appela ensuite sa mère pour lui raconter ses aventures de ces derniers temps. Mais, à sa grande surprise, l'état de sa mère n'était pas bon. Et, pendant cette période, elle ne voulait pas que son fils l'appelle. La mère n'a pas précisé la raison, mais à en juger par la blessure sur son visage. Cette pauvre femme a de nouveau été battue par son mari. On aurait pu croire que la vie était revenue à la normale. Mais en réalité, une véritable crise se préparait silencieusement. À l'heure du déjeuner, Eric est devenu un modèle pour certains élèves défavorisés. Il a même commencé à les encourager en leur faisant crier « Arrêtez ça! Arrêtez! Bonti, arrêtez !» Un autre élève les avertit « Faites attention, tais-toi ! Arrêtez ça, Minton, Bonti. » La situation a changé. Le démon qui a failli perdre la vue est de retour. Soudain, un silence complet. C'est l'heure. Les élèves commencent à prier comme d'habitude. Mais après la prière, des changements inattendus se produisent. D'abord, Otto a transmis la décision du conseil d'administration directement. Il a renvoyé le président du conseil des élèves et a pris sa place. Ce n'était évidemment pas une bonne nouvelle pour Eric. Des représailles étaient inévitables. Mais Otto n'a pas agi immédiatement. Il s'en est pris aux deux amis d'Eric, avant lui. Il a appelé un garçon maigrelet, puis il a ressassé le passé, critiquait son camarade de chambre, Pierre, qui avait caché une cigarette sous son lit. Il a ensuite appelé Pierre, et a attrapé le garçon frêle, lui frappant la tête avec un couvercle de bouteille en verre, tranchant comme un rasoir, pour le punir d'avoir caché des cigarettes. Otto a ordonné à Eric de s'asseoir, puis a demandé à deux autres camarades de classe d'emmener Pierre voir l'infirmière. Otto a demandé « Quel genre de personne est-ce ? Tu veux le tuer ou lui faire un trou dans le crâne ?» Le sang coulerait à flot. Il serait emmené à l'infirmerie par ses camarades, et ceux qui étaient harcelés deviendraient dociles. La situation serait inversée. Mais surtout, tu voudrais te venger d'Eric. Pendant ce temps, la mère d'Eric subit des violences conjugales au quotidien. Un seul mot de travers et son mari la frappe. Eric et son colocataire allaient subir des traitements encore plus cruels. Au nom du conseil des élèves, ils ont fait irruption dans le dortoir des garçons et ont commencé à tout saccager sans un mot. Il était clair qu'ils appliquaient les clauses de harcèlement à leur encontre. Mais, ce qui était encore plus révoltant, c'est qu'ils ont uriné sur leur couverture et leur matelas. Malgré un acte aussi odieux, les deux victimes n'ont rien osé dire. Et ce n'est pas tout. Elle est présidente du conseil des élèves, et elle punit Pierre sans raison. Mais derrière tout ça, Otto cherche par tous les moyens à se venger d'Eric. Quiconque est ami avec lui se retrouve impliqué. Même lors du prochain tournoi sportif, Otto demande à PE de jouer un mauvais tour à son camarade de chambre. Otto parle à PE. Il demande au garçon de se lever et de parler de son ami Eric. Il répond que Ponty n'est pas son ami. On l'avertit que si cet après-midi, Eric est sur la ligne de départ, il aura des problèmes. Il répond qu'il verra ce qu'il peut faire. On comprend qu'il a fait semblant d'accepter, mais qu'il ne trahira jamais un ami. Sans surprise, Eric est apparu sur la piste, ce qui a immédiatement alerté la voiture. Clairement, ce gamin n'avait aucune chance, ce qui a rendu la voiture furieuse. Mais l'inattendu s'est produit lorsqu'Eric, participant au relais, a vu son coéquipier faire une erreur. Le bâton du relais est tombé par terre. N'importe qui d'autre aurait probablement abandonné la course. Mais certains naissent avec des prédispositions pour le sport. Puis Eric a accéléré au maximum, sous les acclamations du public, essayant d'atteindre la ligne d'arrivée. Voyant qu'il allait dépasser tout le monde, mais près du but, il a semblé hésiter. Finalement, après avoir commis une grave erreur, il a tout de même remporté la deuxième place et a été couvert d'éloges par l'entraîneur. Mais son hésitation subtile n'est pas passée inaperçue. Le découvrant, le garçon se précipita dans les vestiaires et reprocha à son ami d'avoir perdu exprès. Mais Eric prétendit qu'il voulait juste finir ses études et ne plus s'occuper du conseil des élèves. Mais en réalité, ce type odieux allait-il vraiment le laisser tranquille ?
N'oublions pas qu'il l'avait roué de coups cette nuit-là. Une telle colère ne serait certainement pas oubliée si facilement. Pierre espère qu'Eric retrouvera son entrain lors de la prochaine compétition de natation et montrera son vrai potentiel. Mais Otto, assoiffé de vengeance, ignorait la participation d'Eric et ne s'était donc pas inscrit. Alors que la compétition est sur le point de commencer, Otto découvre son ennemi au stade. Il a du mal à l'accepter. Donc, une minute avant le départ de la voiture pour pouvoir gagner, Eric a enfilé son maillot de bain, même si l'entraîneur a essayé de l'en empêcher. Il est le président du conseil des élèves, et son père est membre du conseil d'administration de l'école. Donc, même, l'entraîneur n'ose pas contrarier ce gosse de riche. Il a donc remplacé un candidat qui devait affronter Eric. Au fond d'eux, une flamme brûlait. Aucun ne voulait laisser l'autre prendre l'ascendant. Même un simple échange de regards trahissait leur détermination. Puis, au signal du juge, tous les candidats se sont jetés à l'eau. La compétition commençait. Seconde après seconde, ils entraient dans le vif du sujet. Mais Eric était un roi. Il avait remporté beaucoup de gloire dans son ancienne école. S'il voulait gagner le premier prix, personne ne pouvait le battre. Et le résultat final n'a pas été surprenant. Non seulement il a reçu les applaudissements enthousiastes des professeurs et des élèves sur le terrain, mais il a aussi battu le record de l'école. Et en même temps, il a humilié Otto. Et en quittant les lieux, il a proféré des menaces. Les motards disent qu'Eric vient de sacrifier son ami. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il regarde distraitement vers la jetée à côté du terrain. Ensuite, Eric monte sur le podium pour recevoir son prix. Il savoure sa gloire et prend des photos souvenirs avec le directeur. On peut dire qu'il est complètement sorti de sa mauvaise passe. Auparavant, il n'y avait que ces motards en bas, dans le bois, qui semblaient discuter de quelque chose, avant de quitter les lieux précipitamment. Cela semble avoir mis la puce à l'oreille d'Eric. Surtout que son ami n'était pas présent non plus. Il a immédiatement demandé à tout le monde où était PE, mais personne ne savait. C'est alors qu'Eric a réalisé que son ami avait certainement subi un grave préjudice. Il s'est alors précipité à l'infirmerie. Et puis y était effectivement. Il a le visage en sang. Il a clairement été roué de coups. Tout ça est dû à sa haine envers Eric. Son seul ami dans cette école était blessé, gravement blessé. Pourra-t-il vraiment ravaler sa colère? L'infirmière arrive. Elle va soigner Chop. De dire à Eric de partir d'ici avant. Un autre camarade de classe dit à Eric qu'il est vraiment un bon nageur, qu'il est formidable, que ce soit l'excitation de recevoir le prix ou les événements récents. Tout donne envie au garçon de parler à sa mère. Cependant, c'est son beau-père qui décroche. Le beau-père demande « C'est de la part de qui ?» Eric répond que c'est lui, Eric. Le beau-père a dit qu'il connaissait Eric. Il ne savait pas où était la mère d'Eric, mais il a assuré à Eric que si Eric était impliqué là-dedans, la prochaine fois qu'il le verrait, le beau-père a dit « Tu sais quoi, Eric ?» Eric a répondu qu'il ne me reverrait plus jamais. Mais j'avais raison, j'aurais dû avoir honte pour lui. Le beau-père a demandé à Eric qui il pensait être. Eric a répondu qu'il ne savait pas. Mais je sais que je ne deviendrai pas une IA. L'épouse qui ne supportait plus les violences conjugales a quitté le domicile. Maintenant, son beau-fils n'a plus peur de lui. Ce qui fait que cet homme détestable goûte enfin à l'amertume. De l'autre côté, lorsqu'Eric est rentré au dortoir, il a découvert une lettre sur son lit. Pire, ne supportant plus le harcèlement, a discrètement choisi d'abandonner ses études, ce qui a remis le feu aux poudres pour Eric. Il pensait que sa propre faiblesse n'avait laissé d'autre choix à son ami. Il a pris la lettre, laissée par Pierre et est allé trouver le conseil des élèves pour obtenir justice. Eric est entré dans la salle sans frapper. On lui a demandé s'il encourageait le suicide ou s'il était trop stupide pour connaître les règles. Eric a répondu que dans cette école, c'était le meilleur élève, et vous l'avez forcé à partir. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous êtes vraiment des lâches. Vous pouvez vous faire du mal autant que vous voulez, mais faire du mal à vos amis, ça, c'est impardonnable. Eric enlève sa montre et sa veste. Il veut tout braver pour défier les règles de l'école. Même s'il se faisait renvoyer, il n'hésiterait pas. Mais son adversaire ne semblait pas le craindre, car une voiture l'attaquait par derrière. Quand Eric reprit conscience, il était sur une pelouse loin des bâtiments scolaires. Ses pieds et ses mains étaient liés par des cordes. Il était devenu un agneau attendant d'être abattu. Et la punition infligée par la voiture ne s'arrêta pas là. Il appela tous les élèves faibles, sans influence au sein de l'école. Et chacun portait un seau d'eau. Ils ont d'abord versé de l'eau chaude sur Eric, puis de l'eau froide. Ils l'ont torturé de façon cruelle. Bien que ce groupe d'élèves n'ait pas eu de mauvais rapport avec Eric, sous la pression du président Otto, personne n'osait contrarier celui qui manigance tout cela. Otto a ordonné de changer l'eau froide. Ainsi, Eric, dans une lutte extrême, qui a duré 1 heure entière, son corps semblait sur le point de s'effondrer. Cependant,
lorsque tout le monde est retourné au dortoir. Le bruit a attiré l'attention de Marie. Elle a également vu la voiture en tête. Elle a donc eu peur que son petit ami soit blessé. Et c'était bien le cas. Elle est descendue pour se renseigner auprès de quelques camarades. Elle s'est immédiatement rendue auprès d'Eric. Le garçon tremblait et ne pouvait plus parler. S'il n'est pas réchauffé à temps, sa vie pourrait être en danger. Alors Marie, avec son corps robuste, tire Eric entre la vie et la mort. Que va-t-il se passer ensuite? La jeune femme caresse son petit ami inconscient. Les horribles cicatrices sur son dos font que Marie semble réaliser ce qu'Eric a dû endurer. Et le garçon finit par se réveiller dans les bras de sa petite amie. La vie est toujours pleine de malheurs. Face aux doutes de Marie concernant sa blessure, Eric lui raconta les violences infligées par son beau-père à cette jeune fille réservée. Eric expliqua que sa mère l'avait épousé quand il avait 3 ans. Son beau-père avait 2 choses préférées, brûler des chaussures et une chaîne de chien avec un cadenas en métal. Dans le récit du garçon, son beau-père trouvait toujours des excuses pour le frapper. Sa posture à table n'était pas correcte, même ses cheveux trop courts étaient un prétexte à des coups. En entendant cela, Marie ressentit un peu de remords. Après tout, quand elle avait vu Eric se battre à l'école, elle avait voulu rompre avec lui. Maintenant, elle comprenait enfin ce que Eric avait traversé. Elle regrettait donc profondément son comportement. Et c'est ainsi que, dans ce silence, ils se sont réconciliés. Profitant de ce moment d'intimité, il était inévitable que ces 2 jeunes ne puissent contenir les sentiments puissants qui les animaient. Bien qu'il ait été harcelé au point d'en être blessé, le jeune garçon a trouvé un amour sincère, un malheur qui se transforme en bonheur. Malheureusement, Marie n'a pas eu cette chance. Je ne suis pas rentrée hier soir. Et la responsable du dortoir a vite compris les intentions de Marie. De plus, le règlement de l'école est clair. Les domestiques n'ont pas le droit d'être amoureuses des élèves. J'ai donc été renvoyée sans ménagement. Quand ma meilleure amie a appris la nouvelle, elle a couru après le taxi qui s'éloignait, pour me demander ce qui s'était passé. J'ai dit à Marie que la responsable du dortoir nous avait vus ensemble. Elle a dit « Oh Marie !» Marie a continué en disant que cet endroit était la dernière chance d'Eric. J'ai alors convaincu le responsable du dortoir de ne rien dire. Marie craignait que cela n'affecte les études d'Eric. Alors elle a pris la responsabilité de tout. Elle a demandé au responsable de ne rien dire. Et elle a dû, à regret, quitter son poste. Après ces touchants adieux entre les 2 amis, Marie est montée dans un taxi et est partie. Peut-être qu'un jour, ils réaliseront que la vie sans Ia ne changera pas. Laissons le passé s'envoler avec le vent. De son côté, Eric était également tourmenté. Quelques jours plus tôt, sa mère avait été victime de violences de la part de son beau-père et avait dû quitter le domicile familial. N'arrivant pas à joindre sa mère, il appela à la maison. Mais c'est un enquêteur qui a décroché. Et quelqu'un derrière lui collectait des preuves sur les lieux des violences. Il est clair qu'après avoir quitté la maison, la femme a porté plainte contre son mari et ce fou a choisi de prendre la fuite. Ensuite, l'enquêteur a donné à Eric un numéro de téléphone pour contacter sa mère, et c'était bien le cas. Après avoir quitté la maison, la mère a trouvé un endroit où se poser, travailler à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Elle avait enfin ouvert les yeux. Elle a raconté à la police tous les actes de violence et de maltraitance de son mari. Elle a dit qu'elle aurait dû le faire plus tôt, pour son enfant. Maman est désolée de ne pas l'avoir fait. Maman ira bien. L'avenir s'annonce radieux. Eric, mon fils, tu as peut-être déjà une petite amie. Une telle surprise l'a laissé encore sans voix, en larmes. Peut-être que ma faiblesse nous a menés, ma fille et moi, à cette situation. Malheureusement, les malheurs s'enchaînent. Eric ne trouve pas sa petite amie au réfectoire. Il appelle immédiatement le meilleur ami de Marie. Et la réalité est cruelle. Pour assurer les études d'Eric, Marie a été licenciée et est partie en secret. En entendant cela, Eric s'effondra sur le sol. Le mince rayon de soleil qui avait percé dans sa vie semblait s'être éteint. Tout ce qu'il pouvait faire, maintenant, était de bien finir ses études et de retrouver la fille qu'il aimait. Ainsi, les jours suivants, sa vie se résumait à 2 activités quotidiennes, soit aller se faire soigner ses brûlures, soit étudier assidûment en classe. Il a coupé les ponts avec tous ses camarades de classe, par son bon colocataire, et sa petite amie était partie. Il n'avait donc plus aucune distraction, et ses efforts ont finalement payé. Il a obtenu d'excellents résultats aux examens, et a été félicité par le directeur. Cependant, lorsqu'il est retourné au dortoir pour se reposer, il a trouvé une lettre sur son lit. C'était une lettre de Marie, envoyée plusieurs jours après son départ. Mais l'enveloppe semblait avoir été ouverte. Le garçon ne remarqua rien et l'ouvrit précipitamment. C'était 3 pages de lettres, remplies d'un amour profond et de vœux sincères pour Eric. Marie espérait qu'il puisse avoir son propre jugement entre le bien et le mal. Elle espérait aussi qu'il puisse réussir ses études. Mais au loin, quelques camarades de classe éclatèrent de rire, ce qui fit immédiatement comprendre quelque chose à Eric. Sans surprise,
Il a été convoqué par le directeur. Tout est arrivé si vite. Le directeur a dû prendre une décision difficile. Pour avoir eu une relation amoureuse avec une employée de la cantine, il a décidé de renvoyer Eric. À un moment aussi crucial, cela a forcément été un coup dur pour lui. C'est alors qu'il a compris. Quelqu'un a forcément lu la lettre et a dénoncé, auprès du proviseur. Et cette personne, en plus d'Otto, personne d'autre n'aurait pu faire une chose pareille. Alors, Eric, rempli de haine envers Théo, est allé au port le chercher. À ce moment-là, il avait perdu la raison. Toutes ses illusions s'étaient envolées, réduites en fumée. Sa colère s'est transformée en une vague de chaleur, déterminé à faire payer la voiture. Car il avait perdu confiance. Il n'aurait finalement plus aucune hésitation. Mais alors qu'Eric s'apprêtait à agir, la voiture, qui se croyait invincible, s'est agenouillée pour supplier. La voiture a dit qu'Eric avait raison. J'ai tort, j'ai tort. Dans ses supplications, Eric n'a finalement pas agi. Peut-être qu'à la toute fin, il a achevé sa transformation intérieure. Il a réalisé qu'en continuant à répondre à la violence par la violence, il deviendrait exactement le genre de personne qu'il détestait le plus, aussi répugnant que son beau-père. Il aspirait à s'échapper de ce cercle vicieux. De plus, après avoir traversé toutes ces épreuves, Eric avait déjà compris depuis longtemps que cette école était pourrie et désespéré. Tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit ici. Pour toi, la liberté est plus importante. Le roman original Revenge a souligné ce thème. L'homme peut choisir de ne pas faire partie du mal. Eric, à ce moment-là, a vraiment accompli un dépassement de la violence. Et, libéré de la haine, il peut partir sereinement. Mais les choses semblent encore évoluer. Quand la mère d'Eric apprend la situation, est venue le chercher à l'école et lui a amené un ami avocat. Pour bien montrer qu'il n'abandonnerait pas, tous les trois sont allés directement trouver le directeur qui s'apprêtait à rentrer chez lui. Leur intention était claire. Pas besoin de tourner autour du pot. D'ailleurs, l'avocat avait apporté un amendement au code pénal. L'article 4, alinéa 8, stipule clairement que quiconque utilise les informations personnelles d'autrui, illégalement. Par exemple, les lettres et les télégrammes, lors de leur transmission, consultés ou interceptés illégalement, sont passibles d'amende ou de peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans. Par conséquent, le représentant des élèves ayant lu le courrier en cachette sera interrogé par la police. Cela pourrait même entacher la réputation de l'école et ternir l'image du directeur lui-même. De plus, ces élèves sont tous issus de familles riches. Le directeur devait donc prendre une décision. Il a demandé à Eric ce qu'il voulait qu'il fasse. La vie est tellement dramatique. Le directeur, pour éviter un scandale à l'école, sous la pression, a renvoyé le meneur, Otto. On peut dire que justice a été rendue. Quant aux autres participants, ils sont maintenant devenus dociles. Ils se tiennent droit comme des piquets. Et une autre bonne nouvelle est arrivée. Le meilleur ami d'Eric est aussi retourné à l'école après son renvoi. On peut dire qu'ils étaient tous heureux. Au même moment, Eric est retourné dans sa ville natale en train pour aider la police dans son enquête. Recueillir des preuves. Les cicatrices laissées par les violences de son beau-père sur son dos ont toutes été exposées sous les flashs des appareils photo. Cet homme détestable a été arrêté par la police sur son lieu de travail. Il voulait en sa prétendue dignité. Comment ça? Laisser sa dignité se briser devant ses collègues. Personnellement, je trouve que cette scène est le moment le plus retenu et le plus puissant du film. Pas de pleurs ni de cris, juste une complexité engourdissante et calme. La justice est enfin rendue. Mais les blessures du cœur sont irréparables. Eric a choisi de ne pas hériter du mal, mais de porter la cicatrice Théo dans sa nouvelle vie. Et ainsi, sous les applaudissements des professeurs et des élèves, Eric a terminé avec succès ses études. Un film sur la violence, le pouvoir et la rédemption. Tout le film utilise un langage cinématographique froid et une narration retenue. Il lutte pour survivre dans les failles de la violence scolaire, un processus de résistance et de développement. Le réalisateur n'a pas cherché le sensationnalisme. Cela met le public en colère. À travers la paralysie d'Eric, le beau-père est un agresseur absolu. La mère, faible, est dans le déni. L'école est une petite prison de pouvoir. Les élèves de haut rang abusent de leur pouvoir partout. Eric a été pris dans un cycle de violence. Mais à travers de nombreuses luttes et souffrances, il a progressivement réalisé. Continuer à répondre au monde par la violence ne fait que de toi la personne la plus détestée. Dans le dernier épisode, Eric choisit de ne pas se venger de la voiture. Il ne cède plus à la violence, mais regarde son beau-père se faire arrêter par la police. Cette scène sera la triste et tardive manifestation de la justice. La réalité est difficile à guérir. La justice peut arriver tard, mais chacun a le choix. Ne pas faire partie du mal. Le film se termine ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quel film voulez-vous que je fasse ensuite? Laissez un commentaire ci-dessous. Au revoir et à bientôt.